Bien, j'ai été passionnée par votre exposé, Madame Carole, parce que vraiment, je me rends compte comment ce que maintenant, enfin, ce qu'on vit comme évident par rapport à la mort, finalement, est l'aboutissement d'une longue évolution. J'ai une question qui est très... Enfin, que je trouve moi-même un peu bizarre, mais la question qui me vient, c'est à partir de l'idée que rien ne se crée et que rien ne... Enfin, que tout se transforme. Que deviennent les corps? Enfin, j'ai vu que vous avez fait des choses très techniques sur l'échafaud, sur... je me dis, oh là là, comment on devient passionné par ça. En même temps, je le comprends. Que deviennent les corps? Alors, quand ils sont... quand il y a une crémation, bon, bah, ça devient de la cendre, d'accord? Mais que deviennent les corps dans les cercueils au bout de, je sais pas, de 100 ans et plus? Je ne sais pas si le micro marche. Oui, merci. Alors, je ne suis pas biologiste, hein, donc je vais répondre selon mes moyens. Ce qu'on observe effectivement, c'est, comme je le disais, la montée en puissance de ce qu'on appelait une société de conservation, hein, pour reprendre l'expression d'un sociologue dont j'ai oublié le nom, mais que vous allez retrouver. La tendance au XIXe siècle, avec le culte des morts, ça a été justement de refuser que le corps se désintègre. Et donc, ça s'est traduit par ces concessions, cette idée qu'on avait un endroit où on était sûr que le corps était, une concession monumentalisée, avec des caveaux souvent hors sol, donc pour isoler le corps de la terre, et des cercueils de plus en plus étanches, de plus en plus perfectionnés, etc. Et j'ai travaillé aussi là-dessus, à un moment donné, une obsession de l'embaumement, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait la thanatopraxie actuelle, hein, c'est autre chose dans la mesure où ce qu'on espérait en donnant ces soins de conservation, c'était une conservation éternelle qui devait se faire en parallèle avec la concession perpétuelle dans laquelle le corps était placé. Donc les médecins, d'ailleurs, sont très réticents par rapport à ça, parce que ça va complètement à l'encontre de cette idée de détruire les corps et d'éviter donc des exhalaisons. Et donc les corps se conservent. Effectivement, on a des exemples d'exhumation, hein, où il reste beaucoup de choses. Alors qu'évidemment, par le passé, quand on enterrait dans un linceul un corps à même la terre, hein, il était vite consommé, sauf si la terre du cimetière était extrêmement saturée. Donc il y a cette idée qui revient régulièrement, et particulièrement au XIXe siècle, de l'encombrement, enfin cette espèce de masse de corps qui envahit l'espace des vivants, hein, et qui va promouvoir justement la crémation pour remédier à ça. Les corps se décomposent de moins en moins. Alors aujourd'hui, la thanatopraxie, telle qu'elle est pratiquée, ne doit pas être une thanatopraxie à visée éternelle. C'est même interdit par la loi. Hein, ce sont des soins de conservation qui doivent permettre de tenir jusqu'aux obsèques, simplement. Mais bon, voilà, les corps sont quand même injectés de substances conservatrices, placées dans des cercueils, doublés. Voilà, on est quand même dans cette logique de la conservation. Oui, bonjour. Merci pour vos exposés. Ma question s'adresse aux deux conférenciers, je pense. C'est par rapport à la notion de suicide et aussi éventuellement d'euthanasie. Est-ce que c'est une notion qui est propre à l'homme, à l'espèce humaine, de suicide, premièrement? Et deuxièmement, si oui, y a-t-il une trace historique qui traverse les périodes, voilà, à travers les âges, de cette notion de suicide? Je veux bien laisser la parole à l'historienne après ma propre intervention. D'abord, je me permets, je suis un vieux prof, une indication bibliographique. Je pense qu'il doit y avoir au moins un ouvrage dont le titre est Le Suicide, ici, qui est publié il y a quelques mois. Et nous sommes une vingtaine de contributeurs, où nous essayons de balayer vraiment le champ de cette question, au moins sur le plan philosophique, peut-être plus, même certainement plus que sur le plan historique. Vous verrez peut-être ça sur le stand de la librairie. Il y a Comte Sponville, enfin, c'est très pluriel en même temps. Hein, c'est le fruit d'un colloque qui s'est tenu en Suisse il n'y a pas longtemps. Donc la question est évidemment immense. Par quel bout la prendre ? Dans la
Grèce antique, il est arrivé que le suicide soit valorisé. C'est le cas chez les stoïciens en particulier. Quand le banquet de la vie est terminé, il faut savoir s'en aller. C'est ce que dira Sénèque, par exemple. Mais comme le montre très bien Comte Sponville, qui par ailleurs n'est pas hostile, loin de là, à la légalisation du suicide assisté, c'était beaucoup plus rare qu'on ne le prétend dans la pensée philosophique elle-même. Le mot de suicide lui-même a une histoire. On ne parlait pas de suicide avant le XVIIIe siècle, encore que l'on vienne d'exhumer tout récemment un auteur, un seul au Moyen-Âge qui a utilisé le mot. Ça veut dire le meurtre de soi-même, enfin l'étymologie c'est celle-là, l'homicide de soi, comme disait encore Voltaire au XVIIIe, mais dans la plupart des grandes philosophies et des grandes sagesses, le suicide n'a jamais été vraiment valorisé. Aristote considérait que c'était une lâcheté que de déserter la cité. Platon, pour des raisons qui n'étaient pas exclusivement religieuses, contrairement à ce qu'on lui fait dire parfois, considérait aussi que, c'est la logique de Socrate dont nous parlions tout à l'heure, qu'il ne fallait pas s'en aller avant que ce soit le moment, avant que l'on se sente appelé à partir. Celui qui a, à mes yeux, le plus insisté sur l'illégitimité du suicide, c'est saint Augustin. Parce qu'il avait affaire à, je ne sais pas si vos travaux d'histoire vous conduisent dans cette période, il avait affaire aux donatistes, c'est-à-dire une secte qui était chrétienne et qui en même temps valorisait le martyre. Donc il était bon de se suicider, il fallait savoir se suicider. C'était bien Et Augustin dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, la vie nous est un don, il ne faut pas l'enlever. Peut-être que le durcissement d'ailleurs, enfin moi je considère que c'est un durcissement sur la question du suicide, et sa vigoureuse réprobation juridique, morale, religieuse vient de saint Augustin. Mais comme toujours, c'est parce qu'il a réagi dans un contexte très, très violent, très particulier. À partir du XVIIIe siècle, et même on peut trouver des traces aussi chez Montaigne déjà un petit peu avant, on est beaucoup plus indulgent pour le suicide, et même on commence déjà à dire que ça pourrait être une bonne chose. Mais la question a été pour une grande part une question religieuse. À mes yeux, donc il ne fallait pas enlever la vie que Dieu nous avait donnée parce que ça ne nous appartenait pas, etc. etc. Mais il me semble que la question du suicide aujourd'hui a pris une toute autre tournure, en particulier avec, je les ai mentionnés tout à l'heure très rapidement, les pays qui ont légalisé, ou plus exactement dépénalisé cette pratique. Donc il y a la Suisse d'un côté, il y a quelques États aux États-Unis de l'autre. C'est d'ailleurs des contextes très différents. La Suisse n'a jamais fait de référendum, n'a jamais pris la décision de dépénaliser les suicides. Il se trouve que c'est un problème qui s'est posé quand il s'est agi de discuter de la complicité du suicide, c'est-à-dire de l'assistance au suicide. Les Suisses ont le même code pénal que nous, il héritait de Napoléon, et donc l'assistance au suicide, la complicité du suicide était punie très sévèrement. Par exemple, un neveu qui, pour des raisons crapuleuses, pousse son oncle à se suicider, peine maximum. Oui, mais il y avait des crimes d'honneur, comme on disait à l'époque, mettre à disposition de son ami une arme parce qu'il considérait qu'il ne pouvait plus continuer à vivre étant donné les dettes qu'il avait accumulées, ou encore des épisodes assez étranges, suicides romantiques de jeunes amoureux qui disent on ne peut pas envisager de mourir l'un avant l'autre, donc on va mourir ensemble, et le plus vite possible. Et donc l'un des deux ne survivait à l'autre, et il était condamné pour complicité de suicide de la même façon que le neveu crapuleux. Alors les Suisses se sont dit ça ne va pas. Ils n'avaient pas comme nous le jury d'assises pour régler ce genre de questions. Et donc ils ont changé leur code pénal, l'article 115, au milieu du XXe siècle, un petit peu avant d'ailleurs, qui dit que la complicité de suicide est interdite s'il y a un mobile égoïste. S'il y a un mobile égoïste. Et ils ont associé dans le même article 115, ce qui me paraît toujours un peu étrange, à la fois la possibilité de l'incitation au suicide, c'est le mot qu'ils ont choisi dans le droit. Nous autres en France, on parle de provocation, mais eux, ils parlent d'incitation. Et en même temps, donc, l'aide réelle à donner au suicide. Donc, quand il n'y a pas de mobile égoïste, c'est possible. C'était ça l'objet. Et puis, lorsque dans les années 70, la revendication que nous connaissons bien dans tous les pays occidentaux, y compris évidemment le nôtre, d'une légalisation de ce genre de pratique, les Suisses ont dit nous, on n'a pas besoin de changer notre droit, il existe déjà, il suffit que la société civile, c'est d'ailleurs elle qui s'en charge,
permettent que les suicides aient lieu, à condition qu'on fasse la preuve qu'il n'y ait pas de mobile égoïste. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à aider les gens à mourir en leur fournissant le poison mortel. Notez au passage d'ailleurs qu'aux États-Unis comme en Suisse, c'est différent aux États-Unis d'ailleurs globalement, mais le médecin n'est absolument pas autorisé à mettre fin au jour de ses patients parce que c'est une contradiction avec le serment d'Hippocrate. Il n'a pas le droit d'euthanasier ses patients. Il n'y a qu'au Benelux et au Canada que c'est possible, dans l'ensemble du monde d'aujourd'hui. Et donc, notez bien que si un médecin s'avisait même de porter le verre dans lequel il y a le poison mortel sur les lèvres, il serait condamné par les tribunaux. Ce qui est possible, c'est qu'une personne elle-même se suicide par l'intermédiaire de sociétés, d'associations qui vont les y aider, mais c'est tout. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout la société civile qui s'en charge, c'est bel et bien les médecins. C'est eux qui peuvent décider que le poison mortel peut être mis à la disposition sur la table de nuit d'une personne qui l'a demandé. Alors, il faut signer un papier comme quoi il n'y en a pas pour plus de 6 mois à vivre. Il faut aussi passer devant un psychiatre généralement. Et en réalité, comme il y a de très bons soins palliatifs, finalement, c'est assez rare que ça se produise. Mais ça se produit. Notez aussi que les gens qui ont le poison mortel sur leur table de nuit ne l'utilisent pas dans la moitié des circonstances où c'est possible. Voilà un balayage extrêmement sommaire de la question. Je me permets de vous renvoyer à mon petit fascicule qui s'appelle « Le suicide est-il un droit de l'homme ?» et surtout à ce gros livre aux éditions du CERF qui est paru donc, il y a quelques mois où nous essayons, je crois, de faire le tour assez exhaustif de la question. Oui, juste pour dire quelques mots. D'abord, m'est revenu le nom du sociologue que je ne pourrais pas ne pas citer sur la société de conservation, c'est Jean-Didier Urbain. Bon, voilà. Sur le suicide, bon, il faut savoir effectivement que le suicide est passible de poursuite jusqu'à la Révolution en France. C'est lié à l'influence de l'Église, hein, c'est-à-dire que se suicider, c'est aller contre les vues du Créateur, hein, c'est ne pas vivre sa vie jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas de sécurité sociale, et donc le père de famille qui en général est celui qui se suicide laisse tomber sa famille, et donc c'est pas bien. Donc les juristes, c'est pas simplement le christianisme, c'est aussi l'ensemble de la société qui trouve que c'est pas bien. Et donc on peut faire subir un châtiment corporel au corps du suicidé, hein, au-delà de la mort. On a pendu le cadavre d'un suicidé jugé de façon posthume en 1750 en Grande-Bretagne. Tout à fait. Donc il y a ce discrédit qui pèse sur le suicide. Ce que je voudrais juste dire par rapport à cette question du suicide, du point de vue des médecins au XIXe siècle, c'est qu'il ne faut pas être prisonnier du regard qui s'est construit ensuite, d'une histoire de la médecine qui se serait construite contre l'Église. Au XIXe siècle, beaucoup de médecins sont catholiques. Hein, et on peut d'autant mieux le comprendre, si je puis dire, qu'afficher des convictions qui ne seraient pas des convictions catholiques leur aliénerait une partie de leur clientèle, la clientèle bourgeoise, qui constitue le meilleur de leur clientèle. Donc beaucoup de médecins sont catholiques au XIXe siècle et reprennent à leur compte un certain nombre d'idées. Et donc, ils sont opposés au suicide, ils sont opposés également... ils ont une forme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, d'indulgence par rapport à la souffrance. Il y a une culture doloriste qui touche également la médecine, qui valorise, y compris pour des raisons scientifiques, le fait de souffrir, parce que la souffrance, par exemple, a une valeur monitoire, elle vous prévient d'un désordre du corps. Et donc tout cela va se nouer autour de ces usages de la morphine que j'évoquais tout à l'heure, parce que la morphine, en abrégeant, peut être considérée comme une façon utilisée par le patient de se suicider lorsqu'il réclame des doses de plus en plus fortes. Il y aurait beaucoup à dire, c'est vraiment un sujet immense. Ouais. Je rebondis sur la question qu'a posée la personne précédente. Justement, hier j'ai assisté à une conférence sur Sartre et où il dit que l'homme libre est responsable, c'est la liberté, il est condamné à être libre parce et donc il est responsable de ce qu'il choisit. Et donc ça pose le problème justement du suicide. Est-ce que le suicide est vraiment une liberté ou est-ce que c'est plutôt une non-liberté, pour le philosophe, je pense. Oui, d'un point de vue philosophique, bien sûr. Sartre, à ma connaissance, ne s'est pas exprimé directement, non plus que Simone de Beauvoir d'ailleurs, qui, je le glisse en passant, pour moi le plus beau livre de Simone de Beauvoir, c'est celui sur la vieillesse. D'ailleurs, elle regrettait que ce livre-là soit éclipsé par le deuxième sexe, qui connaît toujours un grand succès. Je ferme la parenthèse. Donc, en effet, l'homme est condamné à être libre, selon la formule existentialiste que vous rappelez.
On peut ne pas être existentialiste, on peut être existentialiste, mais la position que j'ai essayé de tenir tout à l'heure, vous l'avez compris, c'était de dire ça respecte l'intime de chacun qui est concerné ici. Est-ce vraiment une liberté ? Je recommande beaucoup le livre de mon ami Axel Kahn. Axel Kahn a écrit un livre qui s'intitule « L'ultime liberté », point d'interrogation, où justement il prend en charge la question que vous venez de poser. Axel Kahn est agnostique. Axel Kahn a vu son père se suicider. C'est donc une expérience qui a été rude pour lui. Et il a consacré ce livre à l'idée que ça n'était pas une liberté. Ça n'était pas une liberté. Parce que, dit-il, pour que ça soit une liberté, vous voyez, au sens le plus élémentaire du terme, il faut que j'ai plusieurs options possibles. Mais si j'estime que je n'ai qu'une seule option devant moi, est-ce vraiment une liberté ? Alors, je le dis très succinctement, mais il faut lire l'ensemble de son livre qui moi, m'a beaucoup ébranlé, beaucoup parlé en même temps. Je passe du coq à l'âne, mais je vous glisse une anecdote. Je crois que... Axel Kahn a été candidat aux élections législatives. Il s'est présenté contre François Fillon il y a quelques années, et je l'ai croisé au moment où il faisait sa campagne. Et nous avons, comme il arrive à chaque fois que nous nous croisons, bavardé un petit peu. Je lui ai dit, dites donc Axel Kahn, j'ai cru voir dans votre programme, dans le programme du PS à l'époque, qu'il y avait une ouverture possible vers le suicide assisté, et ça ne correspond pas à votre idée. Ah, il me dit, si jamais ils osent faire ça, que je suis élu, je monterai la tribune et je m'opposerai de toutes mes forces à ce que ce qu'ils appellent une liberté soit justement... Mais vous aurez demain quelqu'un qui vous fera un discours exactement inverse de celui que je vous fais, c'est Noélie Châtelet, elle ne s'est pas désistée, hein, j'espère. Hein. Non. Bon, alors donc là vous aurez exactement l'avis contraire de ce que Axel Kahn propose. Pour moi, c'est difficile de dire... Vous avez parlé de droit. C'est difficile de dire que c'est une liberté, je veux dire pourquoi, parce que philosophiquement, hein, il ne s'agit pas de faire ce discours à des gens qui sont suicidaires, mais philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser sa liberté pour ne plus être libre, puisqu'on va être mort ? Il y a quelque chose qui ici... me résiste un peu. C'est un peu comme l'argument sur l'esclavage. Est-ce que je suis libre de devenir votre esclave ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette auto-contradiction, finalement ? Oui, mais vous avez renoncer à ma liberté, librement, de renoncer à ma liberté. Quoi. Oui, mais dans votre exposé, à un moment, vous avez abordé le problème du droit et de la liberté, donc la possibilité de pouvoir se suicider. Oui, ça c'est la possibilité, elle existe pour chacun. Montaigne l'avait déjà fait remarquer, nous le savons tous. Chacun d'entre nous peut mettre fin à ses jours tout de suite. Donc c'est un droit, mais c'est pas une liberté. Non. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle droit. Ah, oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les juristes ce genre de questions. Ils me disent tous la même chose. C'est une liberté personnelle. C'est le mot qu'ils utilisent. Quelques-uns parlent de liberté civile. Bon, il y a des grands juristes en ce moment en France qui travaillent très bien cette question. Bernard Beignet, par exemple, ou Jean-René Binet. Bon, bref. Et ils disent tous la même chose. C'est une liberté, c'est-à-dire que c'est un acte sur lequel le droit s'abstient. Sur lequel le droit s'abstient. Comme l'a rappelé Anne-Carole tout de suite, vous le savez sans doute, jusqu'à 1791, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, on n'avait pas le droit de se suicider, c'était une infraction qui était punissable. Ah, d'accord. Et le droit, le mot suicide a même carrément disparu du code, donc c'est une liberté. Ça n'est pas un droit pour autant, enfin un droit créance, parce qu'il faut distinguer un droit liberté d'un droit créance, c'est ce que m'a appris Badinter entre autres. Un droit créance, c'est un droit que vous pouvez revendiquer devant les tribunaux. Tandis qu'un droit liberté, vous avez le droit de vous promener, vous avez le droit de vous exprimer, mais ça n'est pas forcément lié systématiquement à un droit créance. C'est une question que les juristes traitent de façon... Par exemple, vous avez droit au travail. Oui, mais vous n'allez pas... Enfin, si justement, vous pouvez aller peut-être... le droit au travail, justement, c'est un bon exemple. Vous n'allez pas au tribunal, vous allez à l'agence pour l'emploi si vous avez... Par contre, le droit au logement est rentré plutôt dans la catégorie du droit créance. C'est-à-dire que si vous avez vraiment tout essayé et que vous n'avez pas trouvé de logement, la société, l'État vous doit un toit. Vous voyez, c'est une question très très délicate celle-là. Donc en effet, le passage de l'un à l'autre, et j'ai observé bien souvent des confusions entre ce droit liberté et ce droit créance dont on parle. Merci beaucoup. Quand je dis que ça a disparu du code, en réalité, c'est revenu dans les années 80 à l'occasion d'une affaire où des auteurs d'un livre, Suicide mode d'emploi, avaient envoyé à un adolescent des explications précises pour qu'il comprenne bien un chapitre. Et l'adolescent en question s'est suicidé et les parents l'avaient attaqué en justice parce qu'ils avaient dit qu'il n'a pas assisté
personne en danger. Au contraire, il la conforte. Donc les parents, découvrant la lettre des auteurs du livre, ont porté l'affaire devant les tribunaux, et le Parlement à l'époque s'est emparé de la question et a réintroduit le mot suicide, mais exclusivement dans le sens de « il n'est pas permis de faire la provocation au suicide ». C'est une différence entre la Suisse et la France à ce niveau-là. Il n'est pas permis de faire de la provocation au suicide en France. Voilà. Mais le livre de Guillon qui indiquait a été interdit. C'est-à-dire que c'est pas seulement la provocation, c'est l'information. Si je peux me permettre. C'est le problème. Enfin, je sais, Guillaume m'a souvent attaqué dans ses livres, donc je le connais bien. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je le connais par les attaques dont j'ai été l'objet de sa part. Oui. Mais c'est quand même le législateur qui a choisi de dire provocation au suicide. Mais oui, en effet, c'était une information. Mais enfin, quand un adolescent vous dit comment je dois faire pour me suicider, et que vous lui dites ben voilà comment tu peux faire, je ne sais pas comment vous êtes éthiquement, mais moi, mon réflexe, c'est pas de lui dire ben voilà, tu peux faire comme ci, comme ça. Il me semble qu'il y a autre chose à dire à cet adolescent. Or, c'est pas ce qu'ils ont fait, quoi. Et donc, ils ont été considérés comme non-assistance à personne en danger, si vous voulez. Oui, Monsieur Rico, vous nous avez donné beaucoup de belles citations concernant effectivement l'âme, la mort et la mission que l'on pouvait se donner sur Terre. Moi, personnellement, j'ai une citation que j'aime beaucoup et que j'ai fait mienne, c'est Albert Camus dans Nos qui dit « Le monde est beau et hors de lui, point de salut ». En fait, beau, pas simplement dans la contemplation, mais aussi dans l'agir pour le rendre beau. Et donc, pareil, donc, je me révolte, donc nous sommes. Donc c'est aussi un sens à la vie. Et voilà. Écoutez, je suis ravi que vous parliez d'Albert Camus, vraiment un de mes grands auteurs depuis toujours. Si vous lisez le livre de Leonetti, Est-ce ainsi que les hommes meurent, préfacé par Badinter, vous verrez que Badinter compare, il ose cette comparaison, le travail de Leonetti à celui d'Albert Camus, carrément. Et il n'y va pas par quatre chemins. Et vous savez peut-être aussi que Camus, citation pour citation, dans le mythe de Sisyphe, dit le suicide est la seule question importante que l'homme a à se poser. Et il n'était pas pour le suicide, Camus. Il n'était pas pour le suicide, il était pour la vie, comme vous dites. Enfin, quand on lit Nos, quand on lit tous ces magnifiques textes, on est très, très séduit, quoi. Ce que j'aime beaucoup chez Camus, c'est cette notion aussi de consentement au monde, hein, et aussi de consentement à la finitude. Il y a ça chez Camus qui est assez remarquable. Mais j'aime que vous ayez parlé de Camus de cette façon, et de la beauté de la vie. La beauté de la vie.